Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je t'emmène dans un épisode fondamental, presque initiatique. Un épisode sur la dualité intérieure, sur ces tensions qui te traversent, et sur ce que les archétypes nous enseignent pour ne plus nous diviser intérieurement, mais nous rassembler. On nous a appris à chercher la clarté, à choisir un camp, comme s'il fallait se définir une fois pour toutes. Et très tôt, les catégories sont tombées sur nous comme des étiquettes. Fort ou fragile, intellectuel ou manuel, sage ou turbulent, obéissant ou rebelle, gentil ou méchant. Et surtout, cohérent, constamment cohérent. Ne pas changer d'avis, ne pas montrer qu'on doute, ne pas être lunatique, et ne pas se contredire. Mais cette injonction à la constance a un prix. Elle pousse à refouler, à censurer, à diviser l'être, à ne montrer que ce qui se passe, ce qui plaît, ce qui rassure, et malheureusement à enfouir tout ce qui déborde du cadre. Cette prétendue quête de pureté, de constance, crée en revanche une réelle fracture entre le moi acceptable, celui que je montre au monde, et ce que je cache, ce que je redoute en moi, ce que je juge trop sauvage, trop instable, trop imparfait. Prenons la figure du héros, un archétype qui inspire souvent. Il veut bien faire, il veut sauver, réparer, protéger, mais à force de s'identifier uniquement à la lumière, il refuse de voir sa peur, sa fatigue, sa colère. Et alors il devient cassant, rigide, incapable de souplesse. Il s'effondre non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a refusé d'être entier, complet. Comme l'a montré Carl Gustav Jung, ce que nous refusons de voir en nous finit souvent par nous gouverner dans l'ombre. Dit autrement, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Ce que je rejette finit par m'envahir, ce que je veux fuir finit par me gouverner, et plus je veux être moi pur parfait, plus je m'éloigne du moi réel, celui qui contient des contradictions, des paradoxes, des tensions vivantes, et un monde de possibilités riches. Et si au lieu de lutter contre nos contradictions, on apprenait juste à les écouter, non pas pour s'y perdre, mais pour y découvrir une vérité plus vaste, celle d'un moi multiple, habité par des forces parfois opposées mais toutes porteuses d'un sens à intégrer. Ces figures ne sont pas là pour nous enfermer dans des catégories, elles ne disent pas qui tu es, mais ce qui cherche à s'exprimer à travers toi. Et chacune d'elles porte en elle une tension vivante, car aucun archétype n'est équivoque. Chacun contient une polarité, une ambivalence, un potentiel double. Le guerrier peut défendre ou détruire, le sage peut éclairer ou se réfugier dans une distance froide, le rebelle peut ouvrir un chemin nouveau ou brûler sans construire, le guérisseur peut soigner ou se perdre dans le sacrifice, le roi peut rassembler ou imposer par peur de perdre le contrôle, le héros peut inspirer ou s'épuiser à vouloir être à la hauteur d'un idéal. C'est cela que les archétypes nous enseignent, ils ne sont ni des modèles à imiter, ni des masques à porter, mais des forces symboliques à reconnaître, intégrer, traverser. Plutôt que de choisir un camp, vouloir être le gentil, le fort, le sage, le juste, l'enjeu est d'habiter la tension des opposés, de reconnaître que l'un ne va pas sans l'autre et que la lumière, qui ne connaît pas son ombre, finit toujours par s'aveugler elle-même. C'est là le véritable travail intérieur qui commence. Non pas celui qui cherche à être un bon moi, mais celui qui aspire à devenir un moi entier, complet. Un moi qui est intègre plutôt que de réprimer, un moi qui accueille le paradoxe, plutôt que de se crisper dans un personnage. Ces archétypes et ces figures qui vivent dans nos contes, nos films, nos rêves, nos mythes, ce ne sont pas des distractions, ce sont des émanations de Dieu, et à la fois des fragments de l'âme humaine, des expressions d'un grand tissu de la psyché, des chemins symboliques qui parlent à la fois de toi et de quelque chose qui nous dépasse. En les étudiant, en les rencontrant, en les écoutant, en instaurant le dialogue, tu ne fais pas un simple travail intellectuel, tu entres dans une relation intérieure, tu ouvres une discussion avec ce qui vit en toi au-delà de ton moi, de ton ego. Et c'est à cet endroit-là que commence le processus d'individuation, cette alchimie du retour vers soi, non pas pour devenir parfait, mais en vue de la complétude. Dans toute démarche intérieure sérieuse, il y a un moment de bascule, celui où l'on commence à voir ce que l'on préférait ne pas voir, nos impulsions, nos jalousies, nos mesquineries, nos blessures non digérées, et face à cela, deux pièges nous guettent, le refoulement moral ou le relâchement cynique. L'un dit « ce n'est pas moi, je ne devrais pas penser comme ça », l'autre dit « c'est comme ça que je suis, prends-moi ou fuis-moi ».
Mais accepter ne veut pas dire cautionner. Accepter dans le sens jungien, c'est créer un espace intérieur d'écoute, de discernement, de responsabilité. C'est se tourner vers l'émotion, la pulsion, la douleur, non pas pour s'y abandonner, mais pour l'honorer comme un messager. Marie-Louise von Franz insistait sur cette nuance. Ce qui est refoulé ne disparaît pas, cela s'accumule dans l'inconscient, et cela continue à vivre, et finit par nous posséder. Quand tu ressens de la jalousie, par exemple, il ne s'agit pas de la nier, ni de laisser guider tes actes. Il s'agit de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle vient dire? Quel besoin serait oublié? Quelle peur ancienne? Quelle image de moi est en train de se fissurer? L'archétype de l'ombre se manifeste souvent à travers ces émotions inavouables. Mais ce n'est pas pour nous piéger, c'est pour nous rappeler que ce que nous fuyons en nous finit par nous rattraper. D'ailleurs, l'archétype de l'enfant intérieur blessé, enfermé dans une pièce sombre. Tu fermes la porte, tu refuses d'entendre ses cris, et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Mais l'enfant ne disparaît pas, il hurle plus fort, il frappe sur les murs, et un jour, il prendra le contrôle de la maison, de la pièce. Accepter, ce n'est pas lui laisser les clés, mais c'est entrer dans la pièce, allumer la lumière, le regarder dans les yeux et dire « Je t'ai entendu, je vais apprendre à te connaître ». Prenons un autre exemple, un peu plus ancré, dans le monde professionnel. Quand une émotion surgit, comme la jalousie, la colère, l'irritation, il ne s'agit pas de la nier, ni de lui céder le pouvoir, mais de la reconnaître comme une voix intérieure, souvent plus ancienne que la situation qui l'a déclenchée. Prenons un exemple simple. Tu es en réunion, quelqu'un expose une idée, elle n'est pas très différente de ce que tu as dit il y a 2 jours, 3 jours plus tôt, mais cette fois, tout le monde approuve, s'enthousiasme et valide. Et toi, ça grince. Un agacement monte. Tu souris peut-être, mais ton corps s'est complètement raidi et tu n'écoutes plus. Si tu restes à la surface, tu risques de juger l'autre, de ruminer, de t'éteindre ou de réagir de manière disproportionnée. Mais si tu fais un pas de côté, tu changes ton angle de vue. Tu peux entendre cette voix intérieure qui dit « Et moi, mon idée, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai moi aussi le droit d'exister ?» Ici, ce n'est pas simplement de l'ego, c'est peut-être une mémoire plus profonde, celle d'un manque de reconnaissance, d'une parole non entendue dans l'enfance ou dans une expérience passée. Et l'archétype de l'ombre, dans ce moment-là, n'est pas l'ennemi, elle est le révélateur de ce qui n'a pas été digéré. Prenons encore un autre exemple tout aussi fréquent. Tu es par exemple manager, et tu sens monter en toi une tension face à un collaborateur, très autonome, très direct. Il prend des initiatives sans te consulter, il a confiance en lui, et pourtant, il ne te manque pas de respect non plus, mais quelque chose en toi le perçoit comme une menace. Tu sens un besoin de reprendre le contrôle. Dans ce genre de situation, malheureusement, la tentation est de corriger, de restreindre, voire de discréditer subtilement. Mais en réalité, cette réaction cache un inconfort plus ancien, avec la liberté de l'autre, un rapport non clarifié au pouvoir, à l'autorité, à la perte de contrôle. Peut-être que ton ombre ici, c'est une part de toi qui ne s'autorise pas à être aussi libre, à être aussi confiant, et qui projette sur l'autre ce qui a été refoulé. Ce sont des petites scènes anodines en apparence, mais symboliquement plus profondes. Dans chacune d'elles, quelque chose en toi appelle à être vu, entendu, intégré. Et comme pouvait le dire Marie-Louise von Franz, même si je ne me souviens plus de ces mots exacts et précis, c'est pas une citation, c'est dans l'ensemble de tout ce qu'elle a pu dire, ce n'est pas ce que vous vivez qui vous détruit, c'est ce que vous vivez sans conscience. Accepter ne signifie pas se soumettre, cela signifie faire le choix de regarder ce qui agit en nous avant que cela n'agisse à notre place. Marie-Louise von Franz, encore une fois parce que je l'adore, disait aussi que la psyché ne guérit pas sous l'effet du contrôle, mais sous l'effet de la conscience. C'est ce que tu regardes en vérité, sans te justifier, sans te juger, qui commence à se transformer. C'est là l'acte le plus humble et le plus puissant du travail intérieur. Devenir responsable de ce que l'on ressent, sans en être esclave, et sans en faire une fierté. Quand on commence à accueillir ce qui fait mal, à écouter l'enfant blessé, à ne plus fuir son ombre ou ses ombres, alors une nouvelle question se pose. Que faire de tout ça? Comment vivre avec cette complexité? Comment vivre en étant multiple et avec ses contradictions? Et c'est là que le chemin se tourne vers le soi. En psychologie analytique, le soi n'est pas un état parfait, ni une lumière qui viendrait dissoudre toutes les zones d'ombre. Le soi est un centre vivant, un principe d'organisation intérieure qui inclut les opposés au lieu de les exclure. Ce n'est pas un sommet à atteindre, mais un mouvement intérieur, une orientation vers l'unification de ce qui nous semblait jusque-là inconciliable.
C'est à ce niveau que le travail archétypal change de registre. On ne cherche plus à guérir une partie de soi, ni à corriger un trait de caractère, mais à devenir assez vaste pour contenir ce qui nous traverse, sans se laisser briser non plus par cette multiplicité. Plutôt que de rêver d'un état de paix constante, un silence intérieur absolu, sans conflit, sans vagues, sans remous, le chemin de la psychologie analytique, le concept jungien, propose quelque chose de plus nuancé et de plus vrai, la capacité à contenir l'attention sans se fragmenter. C'est cela l'unité vivante, pas une paix figée, mais une intégration mouvante. Le soi ne supprime pas les tensions, il les contient, les régule, et on en tire du sens. On pourrait prendre une métaphore. C'est comme devenir un temple assez grand pour contenir la prière et le cri, l'espoir et la peur, le courage et la vulnérabilité. Ce temple n'est pas une idée, c'est toi qui es le temple. Toi quand tu cesses de vouloir être simple et que tu épouses ta propre complexité avec fidélité. Certains archétypes nous aident à franchir ce seuil. Ils ne sont ni entièrement lumineux, ni ouvertement sombres, ils traversent les frontières, ils deviennent des figures de réconciliation, par exemple le magicien ou la magicienne, qui sait transmuter l'ombre en lumière sans effacer la matière, le sage ou la sage, qui n'idéalise pas mais qui comprend que toute vérité a deux visages, le passeur ou la passeuse, qui marche entre les mondes, entre les âges, entre les parts de soi, la mère initiatrice, ni douce ni dure, mais juste, qui ne protège pas de l'épreuve, mais y conduit, ou encore le gardien, la gardienne, qui veille sans imposer et sait que tout ce qui est prêt viendra à elle. Ces archétypes ne donnent pas de réponse simple, ils nous invitent à tenir, à attendre, à écouter, à transformer, sans trancher trop vite et sans vouloir être pur. C'est ça le cœur de l'individuation, non pas fuir les contradictions, mais devenir l'espace qui la contient. C'est un vrai chemin d'unification, de complétude. Ce n'est pas de perfection dont la psyché a besoin, mais de vérité. Et la vérité souvent ne se montre qu'aux âmes disposées à supporter la complexité. Devenir entier, ce n'est pas devenir soi, dans le sens naïf du développement personnel, ce n'est pas expérimenter sa singularité ou trouver son style, c'est supporter de voir ce que l'on a en soi est contradictoire, ambivalent, inconfortable. C'est cesser de se prendre pour le moi et commencer à dialoguer avec quelque chose de plus vaste. L'ombre, la part psychologique opposée en soi, l'animus, l'anima, le soi. Les archétypes ne nous disent pas soit ceci, soit cela, ils nous montrent les grandes forces qui nous traversent, mais ils exigent une chose, la conscience. Sans conscience, l'archétype agit à notre place. Avec conscience, il devient un allié, un guide intérieur, parfois même un mentor. Mais jamais un refuge. Individuer, ce n'est pas grimper une échelle, c'est s'enraciner avec une vérité intérieure, souvent inconfortable, en tout cas au début, mais profondément libératrice et transformatrice. D'ailleurs, tout au long de juillet-août, je proposerai des conférences en live sur ma chaîne YouTube pour explorer ces thèmes ensemble, en direct, dans un espace vivant, incarné et partagé. Si tu veux t'y préparer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Je suis en train de terminer la relecture de mon livre, ligne après ligne, page après page, un voyage à travers les archétypes, leurs ombres, leurs métamorphoses. Je suis impatiente de pouvoir bientôt vous le partager. C'est ainsi que la psychologie analytique peut continuer à circuler, à éclairer, à réparer, pas spécifiquement que dans les grandes écoles, mais dans les cœurs. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.